période préscolaire est une période où il y a une assez grande instabilité du développement cognitif. Hein. Vous êtes tous au courant de l'hétérogénéité des performances des enfants. Si on prend par exemple l'âge de la marche, on voit qu'il y a une distribution. Et puis il y a également une hétérogénéité ou une variabilité en ce qui concerne les vitesses de développement. On a des enfants qui, pendant certaines périodes de temps, ont une croissance de leur développement cognitif dans certains domaines qui est plus importante que leur père du même âge. Donc je vais vous présenter les résultats de la cohorte Eden française. Et pour commencer, je voulais revenir sur un concept. Alors on part sur quelque chose de très scientifique, mais je pense que c'est important parce que je trouve que ça fait le lien avec certaines choses qui ont pu être dites aujourd'hui. Quel concept de cause on manipule ? Quand on dit, par exemple, est-ce que les réflexes archaïques sont efficaces dans les troubles des coordinations motrices? Est-ce que l'anxiété dans les mathématiques est la cause des différences de sexe ratio dans la dyscalculie? Quand on s'interroge sur, comme on va le voir, des relations entre les différents domaines cognitifs, je pense que c'est important de clarifier le concept de cause qu'on manipule. Et celui que je vous propose, c'est ce qu'on appelle la théorie contrefactuelle de la causalité. C'est un truc très très simple qui veut dire, ce qu'on entend par cause, c'est si, toute chose égale par ailleurs, il y a un facteur qui est un peu différent chez un individu, est-ce que les choses se seraient passées de la même manière au cours de son développement? Ce qui serait parfait, ce serait de pouvoir disposer de mondes parallèles. Voilà. Et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant, sauf qu'on ne sait pas le faire expérimentalement. Donc, ce qu'on fait expérimentalement, c'est qu'on essaye de rassembler des groupes qui vont être identiques sur tous les paramètres, sauf un, qui est le facteur dont on va vouloir examiner s'il est causal ou non. Et c'est de là que dérivent les différents types d'études qui peuvent être réalisées. Par exemple, ici, je vous présente une partie des résultats de la cohorte Eden. Il y avait 207 mères qui ont fumé pendant la grossesse au moins une cigarette par jour, et 848 mères qui n'avaient pas fumé au moins une cigarette par jour pendant la grossesse. Quand on regarde la différence entre ces deux groupes, de manière inajustée, donc en ordonnée, vous avez le QI avec une métrique standard, c'est-à-dire que si on passe en point de QI, il faut multiplier par 15, donc ça fait une différence de 3 points de QI entre les deux groupes. Les enfants dont la mère a fumé au moins une cigarette par jour pendant la grossesse avaient en moyenne un QI qui était de 3 points inférieur à ceux qui n'avaient pas fumé, aux mères qui n'avaient pas fumé pendant la grossesse. Et par un procédé statistique qui s'appelle l'ajustement, et je vous ai mis la formule mathématique, mais peu importe, mais on arrive à corriger statistiquement pour des différences de certains facteurs qu'on appelle des facteurs de confusion et qui pourraient intervenir dans cette association. Et quand on corrige pour le niveau d'éducation parentale, on voit que la différence entre les deux groupes est déjà réduite. Ça veut dire que les mères qui ont fumé pendant la grossesse ont tendance à avoir un niveau d'éducation parentale plus faible et que le niveau d'éducation parentale est associé au QI des enfants. Et quand on ajuste sur l'ensemble des facteurs qui potentiellement différaient entre nos deux groupes, c'est-à-dire que là on s'approche vraiment de cette idée des mondes parallèles, eh bien il n'y a plus aucune différence entre les groupes. Donc oui, les mères qui fument pendant la grossesse ont des enfants qui ont un niveau de QI qui est inférieur aux mères qui ne fument pas pendant la grossesse, mais ce n'est pas le tabac qui est causal. On est OK avec ça ? Et l'autre manière de répondre à la question de la causalité en restant sur cette idée des mondes parallèles, c'est les protocoles expérimentaux, et notamment l'essai clinique randomisé, qui est la référence pour déterminer s'il y a de l'efficacité ou non d'une intervention. Et globalement, si aucune intervention n'a été faite de cette nature-là, on ne sait pas si c'est efficace. Bien, on va randomiser des patients en deux groupes, et il y en a un groupe qui va avoir une intervention A, et un autre groupe qui va avoir l'intervention B. Le fait de faire le tirage au sort, la randomisation, c'est pas du tout anecdotique, c'est ce qui garantit que tous les facteurs de confusion potentiels sont équilibrés entre les deux groupes. Et en comparant le devenir de ces deux groupes, on va pouvoir déterminer si l'intervention A, ou le facteur de risque A, ou peu importe, est associé à un meilleur devenir. Voilà, la cohorte Eden. Alors la cohorte Eden, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est une cohorte de grossesse, c'est-à-dire que des mères qui étaient suivies dans les services de maternité des CHU de Nancy et Poitiers, 2000 mères ont été recrutées entre 2003 et 2006 pour participer à une étude longitudinale. Donc vous allez voir qu'elles ont été suivies tout au long de leur développement sur tout un ensemble de facteurs qui potentiellement pourraient affecter leur développement, qui concernaient, j'ai le détail des produits ménagers qu'il y a à la maison, le type de moquette, qu'est-ce qu'ils faisaient comme menu aux enfants, etc. Donc tout un tas d'éléments qui sont mesurés au moment de l'exposition.
C'est un élément qui est important pour répondre à ce type de questions, parce que si on fait une étude transversale, quand on prend un groupe d'enfants à 5 ans et on leur demande qu'est-ce qui s'est passé à 2 ans, il y a des biais de mémorisation, et quand on a un enfant qui ne va pas bien, on a tendance à aggraver la manière dont on va rapporter les événements. Donc avoir des cohortes longitudinales, c'est vraiment extrêmement précieux pour répondre à des questions qui ont à voir avec la causalité. D'autant plus que vous avez bien compris que dans le raisonnement contrefactuel, il faut qu'on prenne en compte le maximum, et même idéalement, l'ensemble des facteurs de confusion potentiels quand on veut examiner l'effet d'un facteur. Donc c'est important d'avoir une vision comme ça très complète. Et donc vous voyez que jusqu'à leur première année de vie, il y a eu tout un tas d'éléments qui ont été collectés, y compris les examens médicaux qu'avaient les enfants, des prélèvements biologiques, du placenta, des prises de sang, etc. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'à l'âge de 3 ans et à l'âge de 5 ans et demi, il y a un ensemble de questionnaires parentaux et de tests neuropsychologiques qui ont été réalisés. Et c'est sur ces données que je vais vous présenter quelques résultats. Avant tout, on a parlé de facteurs de confusion. Disons que dans les études que je vais vous présenter, l'étude que je vais vous présenter, on a dit qu'on faisait que 2 pommes aujourd'hui, les facteurs pré-, péri- et postnatal qu'on va examiner, c'est ceux qui sont les plus étudiés comme déterminants du développement cognitif. D'ailleurs, je suis très intéressé par les résultats que va nous présenter Michel sur potentiellement une influence différentielle sur des troubles 10 de certains de ces facteurs, mais quoi qu'il en soit, voilà, l'âge parental, la consommation de tabac, d'alcool, le sexe, vous savez qu'il y a une différence de sexe ratio dans les troubles du neurodéveloppement qui sont très importantes, hein, comme on ne l'a pas dit, les garçons ont beaucoup plus de troubles 10, hein, vous le savez. Le terme de naissance et le poids de naissance, on en a parlé tout à l'heure avec la prématurité, le niveau d'éducation parentale a été évoqué, le revenu des parents, le rang dans la fratrie qui n'a pas un effet majeur, mais qui a un effet qui est très robuste, l'allaitement maternel et les interactions parents-enfants. Un point quand même sur les études longitudinales, parce que ça concerne toutes les études longitudinales. Il y a des biais de sélection dans ces études. Alors on a envie d'être représentatif de la population générale pour pouvoir considérer que les résultats sont valables pour l'ensemble du territoire national, mais en réalité les femmes qui ont été incluses, elles ne ressemblent pas complètement aux femmes de la population générale. Elles ont un niveau socio-économique un petit peu plus élevé. Et puis le deuxième point, qui est lié à l'aspect longitudinal, c'est qu'il y a une attrition, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'étude, eh bien, les familles ont tendance à quitter la cohorte. Et ce n'est pas n'importe quelle famille qui quitte les cohortes. C'est des familles qui ont des enfants qui vont plutôt mal et des enfants qui ont plutôt été exposés à des facteurs de risque. Ce qui fait que quand on suit ces enfants, et là on les a évalués à l'âge de 12 ans pour les apprentissages scolaires, eh bien, voilà, c'est des enfants qui, du coup, il y a une moindre variabilité des performances, c'est des enfants qui vont bien, qui ont très peu d'exposition, etc. Donc c'est une limite de ces études, mais voilà, il y a aussi un grand nombre d'avantages et j'espère que j'ai pu vous présenter les avantages. Une des questions de recherche qu'on s'est posées, et donc c'est des études qui sont conçues pour traiter tout un ensemble de questions très vastes. D'ailleurs, la plupart des questions causales qui ont été évoquées, on peut les tester sur ce type de cohorte. Les résultats que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est une réflexion sur la comorbidité des troubles du neurodéveloppement. En gros, si on imagine que le trouble de l'attention avec l'hyperactivité touche 5% de la population et que les troubles de la parole et du langage à peu près pareil, si c'était distribué au hasard, on s'attendrait à ce que la comorbidité entre un trouble de l'attention et un trouble du langage touche 0,25% de la population. En réalité, c'est pas du tout ça. La comorbidité est extrêmement élevée entre les troubles de l'attention et les troubles du langage. Et donc la question qui se pose, c'est, bon, ils ont peut-être des facteurs environnementaux en commun, ce qui fait qu'on a plus de chances d'avoir les deux troubles, peut-être des facteurs génétiques en commun, ça c'est quelque chose, c'est des connaissances qui augmentent actuellement. Une autre possibilité, c'est que l'un des troubles puisse augmenter le risque d'avoir un autre trouble. Et c'est ce type d'études que nous avons réalisé sur les liens longitudinaux entre le développement du langage et les symptômes de troubles de l'attention avec hyperactivité. Une relation qui virtuellement pourrait être bidirectionnelle. Pourquoi? Des enfants qui ont des difficultés de langage, par exemple réceptives, avec des difficultés de compréhension, ils pourraient du coup peut-être à certains moments s'extraire un peu de leur environnement linguistique, paraître inattentifs, une possibilité. Éventuellement des symptômes de TDAH, des enfants qui auraient des difficultés de régulation de l'attention, du comportement. Possiblement, ça pourrait nuire à, je sais pas, des développements du langage pour extraire de leur environnement des aspects phonologiques, lexicaux, syntaxiques, etc. Enfin, il y a plein de raisons. Et non, c'est ce qu'on voulait examiner. Et puis, la question qui se pose, c'est voilà, si on retrouve un de ces effets, qu'est-ce qui explique le fait que voilà, cette dimension pourra avoir un effet sur une dimension ultérieure? Alors voilà comment on a procédé. On avait à l'âge de 3 ans un ensemble de mesures du langage issues des batteries NEPSI que vous connaissez bien pour certains, et Lola qui est moins connue parce que c'est une batterie d'aphasique et qui a des bonnes propriétés en population générale.
Et il y avait une mesure des symptômes de TDAH à partir du SDQ, qui est un questionnaire qui est très utilisé en recherche. C'est un questionnaire qui est assez bref, mais qui a des très bonnes propriétés psychométriques. Et à 5 ans et demi, il y a des tests similaires, mais pas identiques. Et puis vous voyez qu'à 5 ans et demi, il y avait aussi des tests qui étaient issus de la WPPSI 3, je ne vais pas rentrer dans les détails, et également les symptômes de TDAH qui étaient évalués. Et voilà comment on a formalisé les choses. Voilà, on s'est demandé quelle était la stabilité entre 3 ans et 5 ans et demi du langage, et est-ce que les performances de langage précoce pourraient potentiellement avoir une influence sur les symptômes de TDAH tardif, et vice-versa, est-ce que les symptômes de TDAH précoce pourraient avoir un effet plus tardif. Donc les résultats sont les suivants. On n'a pas mis en évidence dans la population, donc c'était un sous-échantillon de la cohorte Eden lié notamment à l'attrition de 1002 enfants. Les analyses ont été ajustées pour les facteurs pré-péri et postnatal parce qu'on suspectait la possibilité qu'éventuellement ces facteurs aient un effet qui puisse être différé. Mais quoi qu'il en soit, le résultat principal, c'est qu'on n'a pas mis en évidence d'influence des symptômes de TDAH sur les performances de langage, mais par contre un effet, alors faible en taille, mais des performances précoces de langage sur les symptômes de TDAH. Et quand on a regardé un peu plus précisément les résultats qu'on obtenait, ça nous a permis de formuler un certain nombre d'hypothèses sur la manière dont le développement précoce du langage pourrait impacter les symptômes de TDAH, puisque cet effet était notamment conduit par 2 tests, le test de répétition de phrases et le test de compréhension d'instruction, qui, à la différence des autres tests, mobilisaient des compétences syntaxiques, en tout cas un niveau phrasal pour l'enfant, à la différence des autres tests qui étaient plutôt un niveau phonologique ou lexical. Et plusieurs auteurs avaient formulé la possibilité que la manière dont les performances de langage précoce pourraient affecter les symptômes de TDAH tardif se ferait via la régulation du langage à un niveau phrasal pour l'autorégulation du comportement. Donc pour conclure sur les résultats de cette étude qui a été publiée, qui est en libre accès si vous voulez la consulter, c'est que donc, les performances linguistiques à 3 ans prédisent les symptômes de TDAH à 5 ans et demi et pas l'inverse. Il y avait des résultats qui étaient similaires avant et après ajustement sur les facteurs pré-péri et postnatal, ce qui excluait la possibilité qu'il y ait un effet différé de certains facteurs environnementaux. Et les tests de langage à 3 ans qui étaient les plus associés aux symptômes de TDAH étaient ceux qui mesuraient la syntaxe, ce qui fournissait, ce que je vous disais, indirectement des arguments en faveur de l'hypothèse d'une médiation de cet effet, donc langage sur TDAH par les compétences d'autorégulation par le langage, qui était aussi une hypothèse qui avait déjà été formulée par des auteurs pendant la période préscolaire. Donc une implication qui pourrait y avoir pour les cliniciens et qui pourrait même être une implication qu'on pourrait imaginer à la fois pour des interventions précoces et pour la détection précoce ou la prévention, c'est que les difficultés de langage dans le domaine syntaxique pourraient précéder l'apparition, l'aggravation de symptômes de TDAH. Et une étude qui a été menée sur la rééducation orthophonique intensive des enfants pendant la période préscolaire a montré qu'elle était aussi associée à une diminution des symptômes de TDAH chez les enfants qui avaient une bonne évolution sur le plan du langage. Donc voilà un petit peu le potentiel de ce type d'études longitudinales pour répondre à des questions qui concernent la comorbidité et plus spécifiquement la possibilité que certains domaines cognitifs puissent avoir une influence sur d'autres domaines. Je vous remercie de votre attention.